Dans cette édition spéciale, avec d'abord ces scènes de liesse des partisans de Félix Tshisekedi, l'opposant est déclaré vainqueur de la présidentielle au Congo-Kinshasa. Selon des résultats, on le précise, provisoires, il obtient 38,57% des voix. Vous découvrirez le portrait du fils d'Etienne Tshisekedi, l'ex-figure historique de l'opposition congolaise. C'est un véritable putsch électoral. Les mots sont de Martin Fayulu. L'opposant dénonce un arrangement de bas étage. De son côté, l'Église catholique congolaise, acteur politique majeur du pays, estime que ces observations ne correspondent pas aux résultats officiels. Et puis une question qui revient avec insistance ce soir, s'agit-il d'un retrait négocié de Joseph Kabila ou bien le début d'une véritable alternance? Décryptage avec notre éditorialiste Denise Poté, avec également l'historien Toumba Shango Loko. Et dans un instant, nous serons en direct d'Ottawa avec le politologue Isidore Kwanja Ngembo. Le plus grand pays francophone du monde en nombre de locuteurs connaît donc désormais le nom du vainqueur de la présidentielle au Congo-Kinshasa. Image commentée par Sophie Goldstein. C'est finalement lui, Tshisekedi, le fils de l'opposant historique, ici aux côtés de sa femme, que la commission électorale a déclaré vainqueur dans la nuit. Un heureux élu pour président. Il n'était pas donné favori. Le siège de l'UDPS, son parti, affiche complet ce jeudi matin encore. Ses partisans célèbrent l'événement. Écoutez, on n'a jamais vu ça avant. On n'a jamais connu un Congo où le président est élu et où le peuple est content. Et même depuis la fin de la colonisation belge. Kabila a été sage. Raïs, on ne te veut plus de mal. Félix te protégera. Le Raïs, c'est Kabila, le président sortant, qui a soudain trouvé grâce à leurs yeux. On doit rendre un grand hommage à M. Kabila, puisque M. Kabila fait beaucoup. Il a laissé la démocratie faire son choix, puisque notre choix était M. Félix Tshisekedi. L'espoir, c'est aussi la perspective d'une amélioration du quotidien dans un pays où une personne sur deux vit avec $2 par jour. Moi, je suis confiant. Parfois, les gens viennent faire leurs courses sans pouvoir payer. Le prix du riz change tout le temps. Alors, si le président peut régler ces problèmes, ce sera bien pour l'économie. Attente d'amélioration du niveau de vie, mais aussi de pacification sur l'ensemble du territoire. Presque dans tous les territoires de la RDC était vraiment une insécurité à grande échelle. Donc nous attendons qu'il puisse vraiment apporter un changement qui pourra être bénéfique à tous les peuples congolais. Ceux que l'on entend moins pour l'instant, ce sont les partisans de Martin Fayulu, l'autre opposant arrivé deuxième avec 4 points de moins, près de 35% des voix selon les résultats provisoires. Il les a appelés à ne pas accepter un putsch électoral selon ses propres termes. Et justement, on écoute Martin Fayulu. Le mot d'ordre est très simple, c'est la vérité des urnes. La vérité des urnes, il faut que les Congolais protègent leur victoire. M. Tshisekedi, là, n'est qu'un faire-valoir. Parce que M. Kabila veut rester au pouvoir et demeurera au pouvoir si la vérité des urnes n'est pas connue. Il faudrait faire comprendre à M. Kabila que personne n'acceptera sa forfaiture. Et on vous le disait dans la première partie, cette élection est suivie un peu partout dans le monde, notamment au Canada, direction Ottawa, où nous attend Isidore Kwanja Ngembo. Merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes politologue, professeur à l'Université d'Ottawa. Cette alternance, pour vous, c'est un événement historique au Congo-Kinshasa? Je vais juste corriger, je suis politologue, mais je suis chercheur indépendant. Alors, je vais juste dire que l'élection de Félix Tshisekedi est apprécié dans la mesure où c'est l'aboutissement des 38 ans de bataille pour la démocratie en République démocratique du Congo. Ça aurait bien été aussi Martin Fayulu. Le peuple congolais pourrait apprécier cela parce qu'il voulait les changements. Et cela c'est justifié par le fait que le candidat du pouvoir a été classé en 3e position. Donc, l'élection de Tshisekedi aujourd'hui, c'est un changement que le peuple congolais a, par tous les moyens, souhaité, et que cela arrive, nous pouvons que l'apprécier. Alors une alternance à minima, diriez-vous? En fait, d'une façon ou d'une autre, moi je pense que s'il y a un problème, c'est au niveau de la CENI qui n'a pas bien organisé cette élection. Je peux vous dire que moi, j'ai fait partie d'une
commission de l'OIF qui est allée à Kinshasa pour accompagner le processus avec la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons fait des observations, notamment en ce qui concerne les fichiers électoraux. Ces observations-là n'ont jamais été respectées par la CNI. Et aussi, l'autre chose qu'on doit savoir, c'est que dans cette CNI, les candidats de l'IDPS ont changé de camp. L'IDPS a demandé qu'on les démette, on ne l'a jamais démis. Par contre, celui du MLC qui soutient Martin Fayoulou, lui est resté dans cette commission-là, a cautionné toute la forfaiture de la CNI jusqu'à la proclamation des résultats. Mais au jour d'aujourd'hui, que ce soit Tshisekedi qui a été déclaré, que ce soit Martin Fayoulou qui aurait pu être déclaré, ça serait quelque chose que le peuple congolais apprécierait parce qu'il voulait les changements. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct d'Ottawa au Canada. Isidore Kouandjan Gambo, chercheur indépendant, professeur à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup. Denise Epoté, je me tourne vers vous pour que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs comprennent bien pourquoi beaucoup disent, parmi ses partisans, mais pas seulement, que Martin Fayoulou aurait pu l'emporter. C'est qu'à un moment donné, il est crédité de 63% des voix. Après combien de dépouillements? Et à ce moment-là, où en sont les deux autres? Les deux autres en sont, dit-on, à 18% et à 17%. 18% pour Étienne Chadari, pardon, et 17% pour Félix Tshisekedi. Après avoir dépouillé combien de bulletins? 15 millions 15 millions de bulletins de vote qui ont été dépouillés. C'est ce qui pose question, en fait. Le programme, la feuille de route de cet homme, Étienne Tshisekedi, on en sait quoi, Denise? On connaît 3 chiffres. Le premier, c'est qu'il dit qu'il va porter les recettes budgétaires à plus de 80 milliards de dollars. Le second chiffre qu'on connaît, c'est qu'il dit qu'il va relever le pouvoir, les revenus moyens des Congolais, qui sont de 38 $ aujourd'hui et qui pourraient passer à 42%. Et enfin, le troisième chiffre, c'est qu'il dit qu'il va porter la croissance économique à 25%. Mais on se demande comment, parce que les priorités ne sont peut-être pas uniquement celles-là. Il faut rétablir l'état de droit, il faut rétablir la paix à l'Est, depuis 20 ans, la sécurité. Et puis, deuxièmement, en troisième position, il faut redonner de l'espoir à la jeunesse congolaise. Toumba Tchango Loko, sur cette question, si Étienne Tshisekedi est officiellement président de la République démocratique du Congo, qu'en attendez-vous? Moi, ce que j'attendrai, alors peu importe qui sera président, lui ou Martin Fayoulou, si la Cour constitutionnelle se prononçait là-dessus, c'est une première chose. C'est vraiment la réforme de la justice. Parce que la justice, dans ce pays-là, de la base au sommet, est dans un état de corruptibilité inimaginable. Ensuite, évidemment, il faut s'attaquer aux problèmes du quotidien. On a vu dans le reportage les gens dire « mais on ne mange pas bien, les gens ne sont pas payés, donc le panier de la ménagère ». Déjà. Et puis la question, évidemment, on l'a vu que des jeunes, cette question de la jeunesse est capitale dans ce pays où l'on en voit un certain nombre qui se transforment en ce qu'on appelle les kuluna, les chégués, les enfants qui sont abandonnés parce que les familles n'arrivent pas à les nourrir. Et puis la question de l'éducation, la question de la santé, pour moi, ça c'est primordial parce que au fond, si l'on regarde aujourd'hui où on est macroéconomiquement, la RD Congo, on peut dire que ça n'est pas si mal que ça. Donc, c'est un problème qui peut être réglé si il y a une forme d'orthodoxie dans la gestion justement de ces minerais. Mais c'est le côté social, socio-économique qui pose vraiment d'énormes problèmes dans ce pays-là. Denise Epoté, que va devenir Joseph Kabila? Va-t-il rester en République démocratique du Congo? Que va-t-il faire? Rappelons qu'il est au pouvoir depuis 17 ans. Il est au pouvoir depuis 17 ans. La Constitution prévoit qu'il soit sénateur à vie, mais acceptera-t-il d'occuper cette fonction ou alors va-t-il se retirer pour s'occuper de son ranch, parce qu'il dispose d'un immense ranch dans sa province natale, la province du Katanga. On ne sait pas encore, c'est toute la question, c'est de savoir ce qu'il fera au lendemain du 18 janvier, date qui est prévue pour la passation de pouvoir. Quel rôle joue l'armée congolaise?
Alors l'armée congolaise, d'abord, est-ce qu'il y a une armée congolaise? Parce que depuis la crise de 96, au lendemain de la chute de Mobutu, il n'y a plus d'armée congolaise. On a essayé de la recomposer, mais on voit bien que si à l'Est, les FRD, on voit bien que la situation à l'Est prouve bien que l'armée congolaise n'a jamais pu être reconstituée pour restaurer la paix à l'Est. Joseph Kabila, oui. Non, je voulais juste dire, au fond, que cette armée-là, tout comme la police ou la gendarmerie, est restée, au fond, dans l'esprit qu'avait la force publique à l'époque coloniale. C'est une armée de répression. Combien de manifestations ont été réprimées? Mais quand il s'agit justement d'aller au front, combattre l'adversité, par exemple, des milices, par exemple, elle n'est jamais à même de les neutraliser. Et donc, tout le problème, il est là de cette armée-là. Joseph Kabila a succédé à son père, Laurent-Désiré Kabila, qui avait été assassiné. Kabila, Tshisekedi, même si le père n'a jamais été président, mais il avait revendiqué la victoire à la présidentielle de 2011. Népotisme, régime dynastique, diriez-vous? Alors, pour ce qui est de Kabila père à Kabila fils, on ne peut pas parler de népotisme puisqu'il avait été assassiné et que donc moi, je fais partie de ceux qui, en 2001, avaient considéré que Joseph Kabila était le moindre mal par rapport au requin de la politique zaïroise à l'époque, congolaise par la suite, et que donc il pouvait rester au pouvoir. C'était le calcul. Il faut quand même, sans vouloir vous couper, en 2001, quand il succède à son père, c'est quand même avec le quitus de la communauté internationale qu'il a préféré à tous les autres candidats. La même qui n'en veut plus aujourd'hui. La même qui n'en veut plus aujourd'hui. Absolument, il y a cela. Mais c'est surtout aussi les compagnons de route de Laurent-Désiré Kabila, son père, qui s'était ému justement de se dire... S'il y a ce vide-là et que les anciens mobutistes reviennent au pouvoir, ça n'ira pas. On le place là. Et eux, dans leur calcul, c'était qu'il resterait 1 an ou 2. Mais revenons alors juste sur Tshisekedi pour le coup. Ça dérange, ça gêne ou... C'est différent parce que même si Félix porte la même casquette que son père, il va devoir se faire un prénom. Il n'a aucune expérience politique, même si c'est vrai qu'il a été élu député en 2011, mais il n'a jamais siégé au Parlement. Ce qu'il faudrait aujourd'hui... Or, quand il succède à son père en 2017, au lendemain du décès de son père, à la tête de l'UDPS, parti d'opposition. Justement, plusieurs compagnons de son père quittent l'UDPS pour se rallier à la majorité présidentielle parce qu'il dénonce justement une succession dynastique. Et le parti a éclaté. On a bien vu que 2 compagnons de son père sont devenus des premiers ministres de Joseph Kabila, et même Emmanuel Shadari, qui est arrivé en 3e position à la présidentielle, est un ancien de l'UDPS. Mais j'ajouterais juste une autre chose, c'est dire que la scission au sein de l'UDPS, justement, par rapport à cette succession dynastique, remonte à 2009-2010, au moment où, au moment où Étienne Tshisekedi veut rentrer à Kinshasa, et que, au niveau de la représentation de l'UDPS dans le Benelux, on démet celui qui était là depuis de nombreuses années, Tshibamba Mpwilou, pour mettre justement... Luxembourg, Belgique, Pays-Bas pour Benelux. Ça, vous avez vraiment 30 secondes, pardonnez-moi, mais on a vu la réaction de 2 pays francophones. La Belgique, beaucoup plus mesurée que la France finalement. Votre avis à ce sujet? La relation de la Belgique à l'ère des Congo, on l'a vu qu'elle était compliquée. Ressemble un peu à la relation de la France et l'Algérie, ou l'Algérie et la France. Et la France. Exactement. Et donc, il y a mais toujours... sur la réaction de la France, qui dit carrément, c'est pas du tout le bon résultat, ça vous inspire quoi? Là, c'est simplement reprendre ce que l'Église catholique a dit, au fond, et insister justement sur le respect de la vérité des urnes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Denise Epoté. Je rappelle que vous êtes directrice Afrique de TV5 Monde. Merci à vous également, Tamo Tchango Loko, d'avoir été avec nous. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Ce soir, bien entendu, le journal Afrique de TV5 Monde. Et puis en temps et en heure sur notre site internet tv5monde.com. On va maintenant partir sur la chronique culture d'Estelle Martin qui s'apprête à nous rejoindre. Il sera aussi question du Congo puisque Tintin y a fait un tour et qu'il fête ses 90 ans. Mais d'abord, les victoires de la musique, les rapports, on la cote.